Direction le Brésil, où le président est dans le déni par rapport à l'épidémie de Covid-19. Pour Jair Bolsonaro, il ne s'agit que d'une petite grippe ou encore d'une hystérie médiatique et il snobe ouvertement les recommandations de l'OMS. Dans ce pays fédéral, les gouverneurs des 26 États ont pourtant adopté des mesures de confinement contre l'avis du président et l'on voit ainsi d'un quartier à l'autre des habitants confinés et d'autre part ceux privilégiant leur santé et ceux pour qui la survie économique prime sur toute autre considération. Malgré les tensions générées, autorités locales et populations s'organisent, mais dans ce pays où 13 millions de Brésiliens habitent dans des favelas, le confinement est presque impossible. Ces quartiers populaires sont des bombes à retardement. Populisme et pandémie, le choc brésilien, reportage réalisé par Fanny Lothaire, Louise Rollet, Laura Damas, Anne-Laure Dezarmeau et Augusta Lunardi. Cinq minutes à peine pour dire au revoir. Afin d'éviter les risques de contagion, cette femme n'a pas pu voir une dernière fois son frère, victime du Covid-19. Il avait 46 ans. Ce n'est pas un enterrement digne de ce nom. Et dire qu'il est mort il y a 10 jours. Merci. Que Dieu vous bénisse. À São Paulo, depuis plusieurs semaines, dans le cimetière de Villa Formosa, Vilker Costa et ses collègues enterrent les morts à la chaîne. Ça a augmenté, oui. Ça a même plus que doublé. En temps normal, on fait 28, 30 enterrements par jour. Là, on en est à 68, parfois 70. À coups de pioche et de tractopelle, ils creusent sans relâche des nouvelles tombes. Pour faire face à l'arrivée massive de victimes, le plus grand cimetière d'Amérique latine doit s'agrandir en urgence. Avec plus de 600 morts par jour, le Brésil pourrait devenir le futur épicentre de la pandémie. À quelques kilomètres de là, dans cet hôpital public, les 30 lits d'unités de soins intensifs sont déjà tous occupés. Le pays détient le triste record de mortalité chez le personnel soignant. Ici, beaucoup ont dû se mettre en quarantaine. Cette patiente est avec nous en soins intensifs depuis 10 jours. Et elle est malade depuis 15 jours, avec des symptômes du Covid. Ce chef de service ne sait pas avec quels moyens il va accueillir les nouveaux patients prochainement transférés des États du nord du pays. Le pic n'a pas encore été atteint. Que va-t-il se passer? C'est exactement de ça dont on a peur. Quand le système va s'effondrer, l'hôpital ne répondra plus de rien. Il a fallu une pandémie pour que tout le monde s'aperçoive que notre système hospitalier tombe en lambeaux, surtout dans les États du Nord et à Rio. Et depuis longtemps. Dans le monde entier, personne n'était prêt pour ça. Mais en comparaison, les autres pays sont bien mieux préparés que nous. À São Paulo, à Manaus, la capitale amazonienne dépassée par le nombre de morts, ou encore à Rio de Janeiro. Partout, la situation empire. Symbole de cette course contre la montre, le célèbre stade Maracana a été converti en hôpital de campagne. 7 autres ont été construits dans l'état de Rio. Le gouverneur a ordonné la fermeture des écoles, des commerces et de ces célèbres plages. Contre l'avis du président. Au Brésil, le coronavirus est au cœur d'une bataille politique. Soupçonné d'avoir contracté le Covid-19, Jair Messias Bolsonaro minimise la crise sanitaire. Il participe régulièrement à des bains de foule, à coups de poignées de main et sans masque. Notre héros. Il accuse régulièrement les médias de créer un climat d'hystérie collective. Le Brésil a dépassé le nombre de morts de la Chine aujourd'hui. Et alors? Désolé, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon deuxième prénom, c'est Messi, mais je ne fais pas de miracle. Pour défendre le président,
Partout dans le pays, ses partisans protestent contre ce qu'ils surnomment la dictature du coronavirus. Comme ici à Rio. On veut travailler! Nous, ce qu'on redoute, c'est le communavirus. On a peur du communisme. Il faut tout réouvrir parce que les Brésiliens ont besoin de travailler. Notre gouverneur est un dictateur. C'est dans le quartier de ce groupe de résistants au confinement que Jair Bolsonaro a fait son meilleur score à Rio lors des élections présidentielles. Campo Grande. Dans cette banlieue populaire, la fermeture des commerces imposée par le gouverneur n'a jamais vraiment été respectée. Zico PKD est devenu leur porte-parole. Mon ami, ça va? Regardez là-haut, c'est ma banderole, en soutien aux commerçants et pour montrer qu'on est avec notre président de la République, Jair Bolsonaro. Notre capitaine veut éviter que les commerçants souffrent des conséquences de cette fermeture forcée. Depuis le début de la crise, tout comme son président, Zico est persuadé que le virus fera plus de mal à l'économie qu'à la santé du pays. On arrive au magasin de mon ami. Dans cette petite boutique de cosmétiques, le patron encourt une amende pouvant aller jusqu'à 200 €. J'ai 6 employés. 3 sont en chômage partiel parce que je n'arrive pas à payer tous les salaires. Voilà, je vous présente ma meilleure employée. Elle sait tout sur les produits de la boutique. Je sais que je ne suis pas un commerce de première nécessité, mais rester ouvert, c'est vital pour moi. Mais vous n'avez pas peur de participer à la propagation du virus? Je sais que j'y participe depuis le début de cette crise. Maintenant, je peux attraper un petit rhume et me soigner. Mais si je fais faillite, je ne m'en relèverai pas. Face au taux de contamination et au nombre de morts records enregistrés dans le quartier, le lendemain de notre tournage, cette voie piétonne a été interdite. À quelques rues de là, paradoxe du confinement, des milliers de Brésiliens, dont de nombreuses personnes âgées, se ruent dehors, aux portes des banques. Ils espèrent recevoir l'aide d'urgence mensuelle accordée par le gouvernement. Une centaine d'euros par personne. 97 millions de Brésiliens concernés. Et le système semble surchargé. Certains sont malades, certains ont des masques, d'autres non. On vit dans l'humiliation. Face au virus, les populations les plus pauvres sont en première ligne. Plus de 13 millions de Brésiliens vivent dans les favelas. Dans ces maisons construites les unes sur les autres, sans ventilation, sans eau courante, ni tout à l'égout. Le nettoyage des rues ne suffit pas à contenir le virus qui se répand comme une traînée de poudre. Enfant de la favela de Babylonia, Rafael Rodrigues parcourt ses ruelles pour prendre des nouvelles de ses voisins. Bonjour, monsieur Fernando. Comment allez-vous? Je suis abattu. La femme de cet homme est décédée la veille d'une maladie fulgurante. Elle est morte d'une pneumonie. C'est ce qui est écrit. Mais ils ont fait le test? Non. Pneumonie, grippe. Ici, le coronavirus ne dit pas son nom. Les tests envoyés par le gouvernement sont insuffisants et les chiffres officiels seraient largement sous-estimés. Selon les épidémiologistes, il y aurait 15 fois plus de cas au Brésil. Mais pour Raphaël, ce n'est pas le seul problème. Mec, tu pourrais m'aider à porter les courses jusqu'ici? La faim tiraille la favela. Avec l'association du quartier, il récolte comme il peut des donations pour offrir de la nourriture et des produits d'hygiène. Voici les kits d'alimentation. 3 kilos de riz, 2 de haricots, un paquet de café, une bouteille de lait, des pâtes.
Les gens ont beaucoup donné au début, mais le temps passe et ils ont l'impression d'avoir suffisamment aidé. Pourtant, on manque encore de dons. Ce jour-là, plus de 70 familles se sont inscrites. Elles sont de plus en plus nombreuses. 1, 2, 3, 4, 5. Tous sont employés domestiques, ouvriers, livreurs ou camelots, comme Anna Paula. Passe boire le café, ça me fera plaisir. Ça marche. Plus de 40% des Brésiliens travaillent de façon informelle et se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Vendeuse ambulante sur Copacabana, la fermeture des plages a coupé net ses faibles revenus. Voici ma maison. Daniel, me ajuda. Tout en haut de la favela avec ses 2 plus jeunes enfants et son compagnon, Ana Paula occupe ce petit 2 pièces insalubre. Mon travail, c'est ça. Je fais des tresses. C'est la seule entrée d'argent que j'avais quand je pouvais encore travailler. Maintenant, je n'ai plus de revenus. Elle a reçu 200 € d'allocation familiale ce mois-ci. À peine le salaire minimum au Brésil. Un maigre soutien. Elle craint pour les jours à venir et la santé de sa famille. Je lave tout. Je vais laver mes habits là. Je fais attention parce que je sais que cette maladie peut tuer n'importe qui. Mais ma grande peur ici, c'est mon fils. Car il est né avec un déficit immunitaire. Je dois faire attention à tout ce qu'il mange. Face à un État aux abonnés absents, depuis l'arrivée de la pandémie, une autre autorité a répondu présente dans les favelas. Direction la banlieue de Rio, une région contrôlée par le Terceiro Comando, une des factions criminelles les plus importantes du pays. Dans ces ruelles anonymes, leur chef a exceptionnellement accepté de nous parler. Quelles mesures avez-vous prises dans le quartier? On a fait en sorte d'empêcher que les personnes se regroupent. On a interdit les soirées funk, les rassemblements dans les bars. On fait en sorte de contrôler les allées et venues dans les rues. Je crois que ça marche. Ils distribuent de temps en temps de la nourriture, mais leur entrée d'argent aussi a baissé à cause du virus. Comme tout le Brésil, on a perdu de l'argent. On vend beaucoup moins de drogue qu'avant. Le virus, c'est quelque chose de plus fort que n'importe quel ennemi qu'on a pu avoir. Parce que c'est un ennemi invisible. Il arrive sans prévenir et on ne sait pas quand il va partir. C'est très compliqué. Une solidarité made in favela qui est allée beaucoup plus loin dans certains quartiers. Le jour se lève à São Paulo. Et déjà, ce médecin reçoit un appel inquiétant. Votre mère a été testée positive au Covid. Vous vous êtes occupé d'elle ces jours-ci et vous avez des symptômes, c'est bien ça? Je vais vous rendre visite, j'appelle mon équipe et j'arrive. L'ambulance se faufile dans les ruelles de Paraisópolis, la plus grande favela de la ville, jusqu'à la maison de la patiente. Ses proches n'avaient jamais vu ça. En temps normal, les ambulances ne rentrent pas ici. Ou alors elles prennent beaucoup de temps. Je l'ai mise en quarantaine dès maintenant et on va voir comment cela évolue dans les prochains jours. Jugé trop dangereux, trop difficile d'accès par le SAMU, Paraisópolis s'est offert son propre service d'unité mobile. 3 ambulances privées et une équipe de soignants à temps plein. Coût de l'opération, 40 000 € que le président de l'association des habitants a récolté sur Internet. C'est une ambulance d'unité de soins intensifs. Il y a tout pour sauver des vies là-dedans. Un ventilateur, des médicaments. C'est une structure qu'il devrait y avoir dans toutes les favelas pour secourir la population. Des moyens insuffisants pour les 120 000 habitants de la favela. Mais de quoi au moins faire face à l'urgence? Comme ces quelques centaines de tests tout juste livrés. Ça vaut de l'or. Plus de 60 habitants ont même été formés aux premiers secours, comme Robson da Silva.
Je m'inquiète beaucoup pour les gens de Paraísopolis. C'est ma famille, c'est mon peuple. Et Paraísopolis, comme toutes les favelas du pays, sont abandonnées par l'État. Leur présence est chaque jour remerciée sur les réseaux. Merci les médecins. Retour à Rio, sur les hauteurs de la favela de Babylonia. Chez Ana Paula, c'est l'heure du journal national. Et à chaque fois qu'il apparaît, la vendeuse ambulante ne cache pas sa rage contre le président brésilien. Si dans de nombreux pays, on applaudit le personnel médical à 20 heures tapantes, ici c'est une autre tradition à laquelle elle s'adonne. Comme ses voisins tous les soirs, Ana Paula tape sur une casserole pour protester contre Jair Bolsonaro. Dehors! Dehors, Bolsonaro! Ça, c'est comme notre cri mondial. 30 procédures de destitution ont été déposées contre le président. Déjà traumatisé par des années de crise politique, la démocratie brésilienne est chaque jour un peu plus fragilisée par la pandémie du coronavirus. Reportage de Fanny Lothaire, Louise Rollet, Laura Damas, Anne-Laure Desarmeaux et Augusta Lunardi. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.